Pourquoi les sondages se trompent toujours sur Mélenchon? À chaque élection, la scène se répète, les instituts publient leurs estimations et les plateaux les commentent de la même manière. Je pense qu'il n'est pas possible que la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, même s'il était une candidature unique de la gauche, que je récuse comme principe, il ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Ils vont bien voir qu'ils ne créent pas les conditions que nous puissions gagner. Écoutez, franchement, depuis la libération en 1945, c'est la première fois que l'extrême droite peut gagner. Donc il faut que nous, notre stratégie, elle change. La présidente de la région Occitanie socialiste qui est citée dans votre article et qui dit sur le terrain Jean-Luc Mélenchon fait plus peur que Marine Le Pen. En Seine-Saint-Denis, c'est peut-être pas le cas, mais dans le reste de la France, c'est la réalité. Puis arrive le soir du scrutin et Mélenchon finit presque toujours par faire mieux que prévu. Viennent ensuite Jean-Luc Mélenchon. Vous le voyez, ça remonte très nettement, 22,2% pour le candidat de la France Insoumise. La surprise semble se rejouer à chaque échéance. Pourquoi? Est-ce que les sondeurs seraient incompétents? Est-ce que l'électorat insoumis serait imprévisible? Ou est-ce que tout simplement que les sondages ne sont pas conçus pour mesurer la stratégie spécifique de l'AFI? Pour comprendre ce décalage, il faut se pencher d'abord sur la méthode même des sondages, la composition du vote insoumis, mais aussi et surtout la manière dont l'AFI organise sa tactique électorale. Ce que l'on découvre, c'est que la sous-estimation de Mélenchon n'est pas un accident ponctuel, c'est une conséquence structurelle d'une méthodologie qui n'est plus adaptée à la réalité. Les sondeurs ne mesurent pas une population homogène, mais un électorat probable. Les sondages ne partent pas d'une photographie brute de la population, ils construisent un échantillon et le corrigent ensuite. Les instituts interrogent un panel, parfois en ligne, parfois par téléphone, puis lui appliquent des quotas, âge, sexe, région, etc., pour le rendre représentatif. Cette étape, en théorie, fonctionne bien. Mais vient ensuite une phase beaucoup plus délicate, la pondération par la probabilité de vote. Pour les élections politiques, les instituts doivent estimer qui votera vraiment. Ils corrigent donc les réponses en fonction du comportement passé, des déclarations d'intention et de modèles statistiques fondés sur des historiques de participation. C'est là que le problème commence. Les modèles supposent que la structure de la participation est stable. Les mêmes catégories votent toujours, les mêmes catégories s'abstiennent toujours. C'est une hypothèse pratique, mais fausse dès lors qu'une campagne cherche précisément à bouleverser ce schéma. On en parlait en novembre dernier avec le sociologue spécialiste des sondages, Hugo Touzé, au micro d'Amina Kalash dans Toujours Debout. Je parlais de la technique des sondages tout à l'heure. Un des gros problèmes, c'est que dans ces panels, et nous, quand on utilise ces panels, par exemple, pour des enquêtes universitaires, on rencontre ces mêmes problèmes, c'est que les abstentionnistes ne sont pas présents dans ces panels ou très peu. Et donc, on a aussi une difficulté à bien les cerner. Ce qu'on sait aussi, c'est que plus l'abstention est faible, en gros, plus ça sert la France Insoumise ou les candidats de gauche. C'est ce qu'on a pu voir au moment du NFP, par exemple. Ce qu'on a pu voir aussi avec les élections européennes, où il y a eu un regain de vote pour la gauche radicale. Il y a cet enjeu de bien saisir l'abstention quand vous faites un sondage. Et une des problématiques, c'est que les gens, encore une fois, qui sont les plus abstentionnistes, je veux dire sociologiquement, ces gens-là sont aussi moins présents dans les panels des instituts. Donc voilà, un peu une difficulté à capter aussi ces abstentionnistes et le taux d'abstention, quelques points d'abstention mal calculés, peut faire considérablement varier des résultats d'un sondage. Les travaux du Cevipof sur l'abstention, comme les analyses méthodologiques d'Ipsos sur la prévision électorale, montrent à quel point la participation est désormais volatile, en particulier chez les jeunes et les classes populaires. Les sondeurs l'admettent eux-mêmes dans les auditions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, la participation est la variable la plus difficile à anticiper et les erreurs proviennent largement de là. On rappelle, le sondage, c'est un instantané au moment où on le réalise. Donc, les estimations de participation que vous voyez ici, elles correspondent au moment où elles sont réalisées. Donc effectivement, la participation estimée au mois de novembre, elle n'est pas celle qui sera celle du jour du scrutin. Et c'est exactement la même chose que dans les courbes d'intention de vote. Donc on ne peut pas faire une correction de l'estimation de la participation au moment où on la réalise pour une question simple. C'est que derrière, elle détermine des profils de personnes qui vont aller voter. Les profils, ils sont déterminés en fonction des gens qui nous disent à un instant T pour qui ils vont aller voter. Si on décidait que c'est pas 59 la participation, mais c'est 78, déjà on ne sait pas pourquoi on déciderait ça, mais même si on le décidait, on ne pourrait pas savoir qui seraient les 78% qu'on fixerait. On n'en aurait pas le profil. Et donc on n'est pas en mesure de faire ça, parce qu'encore une fois, là, la question que vous posez nous amènerait à faire un métier qui n'est pas le nôtre. Le nôtre est de mesurer, au moment où nous réalisons une enquête, l'opinion publique.
C'est l'un des points les plus documentés dans les études électorales. Les jeunes, les précaires, les primo-votants et les électeurs intermittents sont sous-représentés dans les panels. Tout simplement parce que ces publics répondent moins et décrochent moins le téléphone. C'est aussi des catégories sociales qui s'inscrivent tardivement ou changent d'adresse souvent. Les instituts tentent de corriger cela en pondérant, mais la correction ne suffit pas à capter un phénomène essentiel. Ce n'est pas seulement leur poids qui varie, c'est leur décision de voter ou de ne pas voter. Et c'est exactement sur cela que la France insoumise angle sa stratégie. C'est eux que la FI cible. Ce n'est pas un hasard si Mélenchon est le candidat préféré des 18-24 ans en 2022, ni si les caravanes insoumises sillonnent les quartiers populaires pour faire inscrire les habitants, notamment dans les communes à forte abstention. Là encore, Le Monde et Mediapart ont documenté les campagnes d'inscription massives et les opérations de porte-à-porte dans les cités. Cette stratégie repose sur une idée simple. Il existe une réserve électorale immense chez les abstentionnistes, mais elle ne se mobilise qu'avec un travail politique intensif. Les sondages, eux, continuent de raisonner en termes d'électeurs probables, selon des critères hérités d'une époque où la participation était plus stable et l'abstention moins marquée socialement. Résultat, une partie de l'électorat potentiellement insoumis est invisible dans les enquêtes ou mal pondérée. Et cela fausse systématiquement le niveau réel du vote Mélenchon. C'est une enquête de l'Ipsos, madame, c'est ça ? Alors regardez, l'Ipsos, à 18 mois du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, disait que Jean-Luc Mélenchon allait faire 8% des voix. Et puis l'Ipsos, à 2 jours du vote du premier tour de l'élection présidentielle 2022, pour aller vérifier mes chiffres, il y a un vrai ou faux, elle disait que Jean-Luc Mélenchon allait faire 17,5% des voix. Puis finalement, le jour du vote, Jean-Luc Mélenchon a fait 22% des voix. Donc, je calque pas vraiment ma stratégie. Vous balayez ça d'un revers de la main. Je suis en train de répondre. Si je réponds très précisément, je calque pas tout à fait ma stratégie politique sur les sondages de l'Ipsos. Et heureusement, parce que sinon, je ferais beaucoup d'erreurs. L'autre grande raison du décalage entre sondages et résultats, c'est la géographie du vote insoumis. Mélenchon réalise des scores spectaculaires dans certains territoires précis, les centres urbains, les grandes villes, les banlieues populaires. Ce sont des zones à très forte densité, parfois très jeunes, et souvent marquées par des taux d'abstention élevés, jusqu'à ce que la mobilisation insoumise change la donne. Les cartes électorales de 2022 montrent des îlots rouges vifs, des communes où Mélenchon arrive à plus de 45%, parfois 50%. Mais ces concentrations massives ne sont pas correctement reflétées dans les sondages nationaux, car ceux-ci appliquent des quotas régionaux larges qui ne permettent pas de saisir la dynamique hyper locale. Un sondage peut dire par exemple Mélenchon est à 15%, alors qu'il est à 45% dans les zones où la France insoumise concentre sa mobilisation. Le chiffre national lisse des réalités très contrastées. La force insoumise est donc territorialisée. Elle dépend de poches urbaines où la participation peut varier fortement selon la mobilisation. Donc l'objectif de la France insoumise n'est pas tant de gagner 4% dans le 16e arrondissement ou à Neuilly, mais de faire en sorte que la participation augmente dans les zones où la gauche a déjà un électorat fort. Si la FI réussit à faire passer un quartier de 37% de participation à 45%, cela transforme radicalement le score local. Mais les sondages, eux, n'anticipent pas ce type de bond localisé. Et si la FI arrive à coordonner ce phénomène dans plusieurs zones du pays, eh bien l'impact national sera très fort. Au lendemain du premier tour des législatives en 2022, Jean-Luc Mélenchon s'impatientait un peu du retour sur investissement de cette stratégie. On vous a écouté hier soir, vous étiez un peu en colère contre les jeunes. En colère ? Ah bah y a de quoi, non ? Vous avez vu le nombre de ceux qui n'ont pas été votés ? C'est pas sérieux, quoi. Moi, je m'épluche la vie pour supprimer Parcoursup, il faut qu'ils viennent donner le coup de main. Vous avez passé la campagne à essayer de parler aux jeunes, et pourtant dimanche, ils sont presque pas allés voter. Moi, j'en ai marre. Si je reste avec les types de 70 ans comme mon âge, je suis minoritaire. Vous dites quoi à un jeune de 25 ans pour le convaincre qu'élire son député, c'est important ? Mais bouge-toi, mon pote. Bouge-toi un peu. Fais quelque chose à part pleurnicher ou rester à la maison à rien faire. Et les filles encore plus, quoi. Qu'est-ce que vous voulez ? Le retour des réacs ? C'est ça ? Bon, alors, faites quelque chose. C'est nul de pas aller voter. Voilà. C'est nul. C'est abandonner le monde à ceux qui ont du fric. C'est bête. Cette stratégie est-elle utopique ? Non, pas vraiment. En Espagne, Podemos s'est construit dans une stratégie similaire à la France insoumise, avec un contexte moins favorable. Les socialistes espagnols ne sont pas complètement décrédibilisés en comparaison au PS français. Malgré ça, d'après un article de Telos, environ 12% des voix de Podemos lors des élections générales de décembre 2015 viendraient d'anciens abstentionnistes. En 2005, l'arrivée au pouvoir d'Evo Morales en Bolivie repose également sur une stratégie de séduction des oubliés de la politique. La bibliographie sur la Bolivie documente que la montée du Movimiento al Socialismo s'est appuyée sur une forte mobilisation des populations rurales et indigènes, segment historiquement moins porté vers le vote par les partis traditionnels. Des études montrent que le vote masse a été largement construit via l'inclusion d'électeurs auparavant non représentés, ce qui a renversé le rapport de force à l'échelle nationale. Entre 2012 et 2015, les recherches sur la Grèce post-crise montrent que Syriza a converti une large partie des protest voters et des électeurs désaffiliés en vote effectif lors des législatives de 2012 et surtout 2015. Plusieurs
Plusieurs travaux indiquent que son poids reposait sur le relais des mobilisations de rue et d'électeurs auparavant déconnectés. Attention, ces mouvements politiques sont des exemples stratégiques. Sur le fond, la grande majorité a déçu une fois arrivé au pouvoir. Mais le meilleur exemple que l'on peut prendre, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon lui-même. Alors pourquoi les sondages l'ignorent? Car ce n'est pas tant les sondages qui ignorent les abstentionnistes, c'est tout le système politique. Les électeurs existants influencent les comportements politiques des partis. D'où les appels à une union de la gauche en se basant sur l'arithmétique des électeurs, ou encore la droitisation du PS pour séduire l'électorat macroniste. Car dans leur esprit, ceux qui ont déjà voté sont les seuls qui peuvent le faire. Et c'est ça qui justifie toutes les attaques contre les chances de l'emporter de l'AFI. Peut-être que le meilleur moyen de comprendre si la stratégie de la tortue des insoumis fonctionne, c'est de regarder les arguments des adversaires. Mélenchon n'est plus décrit comme quelqu'un d'incapable d'aller au second tour, mais un candidat trop clivant pour l'emporter face à Le Pen ou Bardella. C'est une sorte d'aveu finalement de la part du reste de la gauche, c'est désormais un candidat capable d'aller au second tour en partant de très loin. Il faut le rappeler, Jean-Luc Mélenchon a construit son électorat peu à peu depuis sa sortie du PS et la création du PG. Si la stratégie du vieux a fonctionné pour passer d'un outsider vampirisé par les vieilles maisons de la gauche social-démocrate à la plus grande force politique à gauche, peut-être qu'elle portera ses fruits aussi au second tour.